Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Chloé, comment vas-tu ? Bonjour François, très bien et toi ? Écoute, je vais très bien. Je reviens d'une semaine avec des jeunes qui m'ont donné une patate incroyable. Je trouve que c'est très important de pouvoir passer du temps avec les jeunes, échanger sur des thématiques. Alors évidemment, on parle du tourisme durable ou du tourisme ou quoi que ce soit, mais pas que. Et je trouve que ça donne la banane, quoi. Donc voilà. Ils ont une énergie qui savent très bien communiquer et de l'enthousiasme aussi qui fait du bien. Ouais, tout à fait. Et je trouve que la relation intergénérationnelle, c'est quelque chose d'important, quoi. Donc, ouais, c'est top. Et toi, quoi de nouveau ? Écoute, tout va bien. Moi, je ressors de l'IFTM, tu vois. Donc, un grand moment, une belle édition avec beaucoup de rencontres et puis surtout, ça m'a permis de revoir un certain nombre de personnes que je ne vois qu'une fois par an, malheureusement. Et ça fait toujours plaisir aussi. Bon, super. Écoute, t'as parlé d'IFTM. C'est un salon, mais c'est un salon justement où on parle de business. Ouais. Hein ? Et puis, donc, il y a, selon les structures, il y a des gens qui ont la possibilité d'avoir des services commerciaux, etc. Et puis, il y a des plus petits qui ne les ont pas et des fois, ça les handicape et qui aimeraient bien justement trouver des solutions commerciales, des gens qui ont ces savoir-faire qu'ils n'ont pas forcément ou qui n'ont pas forcément le temps pour et qui est essentiel pour la réussite de l'entreprise. Et donc, il se pose la question, c'est est-ce que j'irai voir un apporteur d'affaires ? Et j'avoue que ça, c'est une question que moi-même, je me suis posée plusieurs fois, mais c'est comment dire, c'est un peu flou. On ne sait pas comment naviguer dans ces eaux-là. Et voilà, et donc on avait envie d'ailleurs, c'est toi qui as proposé ça et j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent par rapport à ma situation, mais je pense pas être le seul dans ce cas. Et donc voilà, c'était de se dire, on a envie de générer du business pour notre entreprise, on a des ressources limitées d'un autre côté, on n'a pas forcément la connaissance comment fonctionne cet environnement d'apporteur d'affaires, et donc je vais te poser une question toute simple. Comment ça marche ? C'est une question toute simple, mais c'est une question complexe en même temps. Effectivement, je trouvais que c'était intéressant de parler de ce sujet-là parce que déjà, c'est un sujet qui revient énormément au cabinet et qui revient de plus en plus. Donc, moi, à mon échelle, je vois une tendance quand même accrue, en tout cas à désirer, à envisager d'avoir recours à l'apport d'affaires. C'est une tendance qui est justifiée aussi par une belle reprise. Le tourisme, en ce moment, on touche du bois pour que ça continue, fonctionne bien. Mais il n'y a pas forcément non plus beaucoup de visibilité pour se dire je peux recruter un commercial à plein temps en CDI, par exemple. Donc, c'est un peu compliqué. Et l'apport d'affaires, comment ça marche ? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'il est important de comprendre, c'est que c'est pas une catégorie juridique à part, l'apport d'affaires. Il n'y a pas dans le code civil un chapitre qui dirait de l'apport d'affaires ou de l'apporteur d'affaires et qui traiterait de ça. Donc, c'est assez libre. Et la deuxième chose à comprendre, si vous nous écoutez depuis un moment, vous le savez peut-être déjà, la relation entre professionnels,
elle n'est pas régie de la même manière par le droit que la relation entre un consommateur, un voyageur et un professionnel, une agence de voyage, un hôtel, peu importe. Donc, c'est aussi plus libre, d'accord ? Qui dit liberté, dit belles opportunités, mais dit aussi flou. Hein ? Les fameux eaux troubles. C'est les fameux eaux troubles. Parce que quand on peut faire plein de choses, parfois on fait rien. Et donc, généralement, moi, ce que je constate, c'est que voilà, ça se fait au gré des rencontres, c'est-à-dire qu'on rencontre une personne qui, a priori, a un carnet d'adresses, connaît l'écosystème, est en capacité d'apporter des contrats, puisque c'est ça, finalement, l'apport d'affaires. Si on devait donner une définition, c'est une personne extérieure à l'organisation qui va mettre au profit d'une entité ou d'une autre personne son réseau, ses connaissances, pour lui générer du business. Hein. J'invente totalement cette définition, elle n'est pas du tout juridique, mais c'est comme ça qu'on envisage en tout cas ce type de professionnel. Donc, qui dit pas de définition dans le code, dit on peut tout inventer, dit il faut absolument passer un contrat. C'est-à-dire que généralement, ce qui se passe, c'est je connais quelqu'un qui a des compétences et on fait un partenariat, mais on le fait entre nous. Voilà, on se tape dans la main. Généralement, ça se fait via une commission. Hein. C'est quasiment systématiquement comme ça qu'il y a une rémunération qui se fait. Sauf qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on parle ici de tourisme, a priori, et donc d'une activité réglementée. D'accord ? Notamment, en tout cas, pour les activités vente de forfaits ou de services touristiques ou offre à la vente de forfaits ou de services touristiques. Donc, il ne faut pas que l'apporteur d'affaires, qui généralement n'est pas immatriculé auprès d'Atout France, se mette en défaut vis-à-vis de la réglementation et qu'il exerce une activité réglementée alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Donc pour ça, ça va impliquer de faire attention à votre processus de commercialisation. C'est-à-dire que si je suis une agence de voyage et que je fais appel à un apporteur d'affaires, il faut évidemment pas que cet apporteur d'affaires conclue des contrats avec les clients finaux. Et il faut que les clients finaux soient très au clair sur le rôle de cet apporteur d'affaires, qui est donc d'être un intermédiaire, mais pas du tout de conclure des contrats avec eux. S'il y a un doute sur sa qualité, lui prend un risque, en tout cas. Donc, attends, là tu me dis que l'apporteur d'affaires, lui, il apporte l'affaire et ensuite c'est à l'entreprise de négocier le contrat avec le client potentiel. Tout à fait. Lui, il ne fait que d'apporter, c'est de la mise en relation. C'est de la mise en relation pure. Si c'est pas que ça, s'il y a un contrat qui est conclu ou qui s'immisce dans la contractualisation, potentiellement, on bascule dans l'offre à la vente ou la vente de services touristiques, de services de voyage ou de forfaits touristiques. Et donc là, il y a une immatriculation qui est nécessaire. Et généralement, c'est pas le cas. Ils sont pas immatriculés, les apporteurs d'affaires, parce qu'on est sur de la mise en relation. Ça me fait poser une question. Qui peut être on peut être tous apporteurs d'affaires ? C'est pas une activité réglementée. Donc oui, finalement, tout le monde peut être apporteur d'affaires, sauf à dire, encore une fois, qu'on bascule dans la qualification d'opérateur de voyage et de séjour parce que on s'immisce dans la contractualisation. Et donc là, effectivement, on arrive à la même qualification qu'une agence de voyage. Si on n'est que sur de la mise en relation, finalement, tout un chacun pourrait le faire. Il n'y a pas de diplôme obligatoire, il n'y a pas de réglementation de cette activité particulière. Donc, finalement, oui, n'importe qui pourrait devenir apporteur d'affaires. D'accord. Alors, pour éviter justement tout conflit, etc., ou toute ambiguïté, tu as parlé de la contractualisation, de la commission. Tout ça doit être extrêmement bien stipulé parce que, je veux dire, si tu signes un contrat avec un apporteur d'affaires et un client potentiel et que c'est quelque chose qui dure dans la durée, la commission, elle se fait la première fois ou elle se fait dans la durée. Enfin, c'est un arrangement, entre guillemets, c'est un accord entre les deux parties, c'est ça, et que ça doit être très bien stipulé dans le contrat pour protéger tout le monde. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est très important de passer un contrat ou à minima de se mettre d'accord par écrit, même si c'est pas un contrat en bonne et due forme, sur les éléments essentiels. Les éléments essentiels, quels sont-ils ? Il y en a plusieurs. Il y a la rémunération, tu en as parlé. Évidemment, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. À partir de quand c'est dû ? Quand est-ce qu'on considère qu'un client est apporté ? Est-ce que c'est une commission à la mise en relation ? Le simple fait d'avoir trouvé
des clients potentiels? Est-ce que c'est une commission lorsque la transaction est réalisée? Qu'est-ce qui se passe si finalement le client annule la transaction après? Est-ce que la commission, elle est quand même due ou est-ce qu'elle est plus due? Toutes ces questions-là, il faut les traiter dans le contrat parce que sinon, c'est du contentieux. L'autre question, c'est quand on dit apporter, est-ce que c'est apporté par un canal spécifique? Est-ce qu'on considère qu'il faut qu'il y ait nécessairement un email de mise en relation? Est-ce qu'il y a je sais pas moi, une option technique sur un site internet ou autre qui permet de savoir par qui sont venus les clients? Qu'est-ce qui se passe si le client, finalement, il a échangé avec l'apporteur d'affaires, mais après il contacte le professionnel en direct? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Une fois que le client est arrivé une fois, s'il revient voir en direct le professionnel derrière, est-ce que la commission, elle reste due ou est-ce que c'est du one-shot? Une fois que le client il a été apporté une fois, ça devient le client du professionnel. Qui a la titularité finalement de ce fichier client? Ça, c'est des questions qui sont potentiellement très contentieuses. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des difficultés déjà entre les professionnels, donc entre les apporteurs d'affaires et les professionnels qui ont fait appel à ces apporteurs, sur ces points-là. Sur vraiment le point de quand est-ce qu'elle est due la rémunération. Et généralement, ils disent, voilà, à partir du moment où tu m'apportes un client, je te donne 10% ou 5% ou 15% de commission. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas du tout de dire ça. Il faut voir dans la durée comment ça se passe. Alors, donc ça, c'est vraiment le premier point. Et par rapport aux commissions, est-ce qu'il y a des tendances ou quoi que ce soit? Ou où c'est qu'on peut trouver des informations, ou alors c'est vraiment la négociation entre deux personnes qui se lient à travers d'un contrat? C'est quand même vraiment de la négo. Moi, je vois un peu de tout, honnêtement. Ça dépasse rarement certains chiffres, hein, mais ça peut être très variable. Et ça va aussi dépendre, et c'est là où c'est important de négocier, des fonctions, des missions de l'apporteur d'affaires. Finalement, est-ce que derrière, on lui fait quand même faire un peu de service client? Moi, je le déconseille. Hein. Pour moi, un apporteur d'affaires, il doit vraiment juste apporter l'affaire et derrière, c'est au professionnel de gérer son client comme si ça devenait son client. Mais quelque part, en fonction des missions qu'il a, en fonction de si il apporte le client de manière définitive, c'est-à-dire qu'une fois que le client est apporté une fois, il n'y a plus de commission qui est due derrière, la commission sera plus élevée que si à chaque fois que ce client revient, il y aura une commission. Donc, ça va vraiment dépendre des modalités qui sont prévues. D'accord? Mais bon, voilà, souvent on est autour de 5, 10, 15, jamais plus de, pour moi, 20%, mais ça peut être 30. En fait, ça va dépendre vraiment du modèle économique déjà du professionnel qui fait appel à cet apporteur d'affaires et ensuite de l'apporteur d'affaires en question. Est-ce qu'il est très réputé dans le milieu? Est-ce qu'il a un très bon carnet d'adresses? Est-ce qu'il débute? Est-ce qu'il amène beaucoup d'affaires? Et ensuite, comment on traite ces affaires-là? Ça va évidemment donner un petit peu une idée de sa rémunération. Mais c'est beaucoup de la négociation. Ok, super. Écoute, je pense qu'on a couvert le sujet. Alors, il y a quand même 2-3 petits points à rajouter malgré tout. Là, on a parlé de la rémunération qui est très importante. Je crois que c'est très important aussi de mentionner la responsabilité, c'est-à-dire qui est responsable de la bonne exécution de la prestation. Ce n'est pas l'apporteur d'affaires. L'apporteur d'affaires, encore une fois, il est intermédiaire. Et donc, si jamais il y a un souci avec la prestation, il faut que ce soit très clair vis-à-vis du client final et entre les deux professionnels que c'est au professionnel vendeur de prendre toute la responsabilité. C'est pas à l'apporteur d'affaires. Ça, c'est hyper important. La responsabilité dans tout contrat, elle doit être évoquée à un moment donné. Hein. Et encore une fois, l'apporteur d'affaires n'étant pas immatriculé, quand on est sur une activité réglementée, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, il faut faire très attention à ça aussi. Il faut faire très attention à être très clair sur le champ des missions. C'est quoi concrètement qu'on attend de son co-contractant? Ça, c'est toujours vrai dans un contrat, hein, vraiment. C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, pas faire? Il n'a pas le droit de signer au nom du professionnel. Quelles infos il a le droit de donner? Est-ce que il a un droit sur le logo, par exemple, et sur la marque, et de l'utiliser et de dire qu'il intervient pour cette marque? Est-ce que c'est limité? Enfin, tout ça, c'est très important de cadrer avec assez de précision les missions de l'apporteur d'affaires. Pour pas que derrière, on dise, mais attends, pourquoi t'as dit ça au client? Je t'ai jamais donné le droit. Est-ce que il a le droit sur certains produits, sur la totalité des produits? Est-ce qu'il y a des tarifs spécifiques?
ou pas. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut penser à mettre aussi. Hein. Sinon, on voit encore une fois des contentieux qui émergent sur ce type de problématique. Donc, par rapport au cadrage, c'est important de faire un travail en amont, Oui, de se préparer, d'aller chercher des conseils s'il le faut, pour justement avoir un cadrage qui soit bénéfique aussi bien pour le porteur d'affaires que pour l'entreprise concernée, oui, afin de protéger tout le monde. tout à fait. C'est pas une contrainte, c'est pour éviter tout litige ou Absolument. Des deux côtés, hein. tension des deux côtés, quoi. Des deux côtés, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde d'un peu plus près le droit, demander de signer un contrat, c'est pas que pour se protéger soi-même, c'est finalement pour que la relation soit saine. Ouais. Et après la responsabilité, tu voulais rajouter un point? Oui, je voulais aussi dire attention aux termes que vous employez, parce que là, on parle d'apport d'affaires. Je vous ai dit que c'était pas une activité réglementée, donc tout un chacun peut être apporteur d'affaires. C'est le droit commun qui s'applique. Bon, attention quand même à pas confondre avec l'agent commercial. Souvent, on a tendance à utiliser un terme ou l'autre. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir en disant bah oui, un contrat d'apport d'affaires ou d'agent commercial. L'agent commercial, lui, il est régi, hein, enfin c'est un statut qui est régi par le code de commerce, qui est défini dans le code de commerce, et donc c'est un statut très spécifique avec des indemnités de rupture, avec des droits qui sont vraiment donnés par le code. Donc ne pas basculer sur ce statut, donc éviter le terme agent commercial. D'accord, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points? Bah après, d'autres points classiques d'un contrat, hein, quelle juridiction compétente en cas de litige, que le droit français est applicable à la relation commerciale, est-ce qu'on peut résilier le contrat en anticipé, combien de temps il dure déjà, est-ce qu'il dure 1 an, est-ce qu'il dure 6 mois, est-ce qu'il est renouvelable par tacite reconduction. Tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait classiques à insérer dans n'importe quel contrat. Qu'est-ce qui se passe s'il commet une faute? C'est quoi une faute grave? C'est quoi une faute lourde au sens du contrat qui pourrait justifier une résiliation? Une fois que c'est résilié le contrat, est-ce que les commissions, elles sont quand même dues? A priori, oui, mais c'est des choses à préciser. Donc voilà, c'est des détails qui n'en sont pas en réalité. Parce que si finalement vous êtes plus content de l'apporteur d'affaires ou l'apporteur d'affaires ne veut plus travailler avec cette structure, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un préavis pour résilier? Pas de préavis? Est-ce qu'on peut résilier à tout moment? C'est des choses importantes. Et qu'est-ce qui se passe en cas de résiliation? Donc, il est important quand même de se faire accompagner par un conseiller juridique, non, pour dresser ce contrat, parce que si on fait ça Évidemment, sur le bord de la table, en fait, c'est toujours mieux parce que ça évite, ça permet de se poser les bonnes questions. Là, l'objectif de cet épisode, c'est quand même de donner les clés principales pour que même si vous décidez de vous débrouiller tout seul, il y ait au moins les éléments essentiels. Mais bien sûr qu'un accompagnement, comme pour tout contrat, est souhaitable, mais il n'est pas toujours possible. Donc s'il n'est pas possible, pensez à minima à bien régler la question de la rémunération, donc de la commission ici, si c'est bien par commission que ça fonctionne, de la responsabilité, et puis après, plus généralement, des missions, de la durée du contrat, qu'est-ce qui se passe en cas de force majeure, est-ce que c'est une obligation de moyens ou de résultat, donc qu'est-ce qui se passe si jamais l'apporteur n'apporte aucun contrat en 1 an, est-ce que du coup ça donne le droit de résilier automatiquement, est-ce que non parce que c'est une obligation de moyens, enfin voilà, il y a pas mal de questions qui se posent. Essayez au moins de gérer celle-ci, quoi qu'il arrive, même par mail, mais il faut que ce soit accepté des deux parties. très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est très intéressant. Moi, ça m'a donné un peu plus de clarté dans ma réflexion. Comment développer un partenariat avec un apporteur d'affaires. Merci beaucoup, Chloé. Et Tant je te mieux. souhaite une très belle journée. Belle journée à toi aussi. À bientôt. À bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.